Son dernier souhait avant l'exécution fut de remercier sa mère, ancienne prisonnière, mais la suite allait révéler une conspiration qui avait atteint les plus hautes sphères du système judiciaire et prouvé que parfois, les criminels les plus dangereux portent des badges plutôt que des combinaisons oranges. Je veux voir ma mère, Sarah Mitchell. C'est une ancienne détenue. Elle a purgé sa peine à la prison pour femmes de Riverside, dit Marcus Williams d'une voix calme malgré la force du moment. Les néons du bureau du directeur bourdonnaient au-dessus de sa tête, projetant des ombres crues sur les murs gris de l'établissement qui était devenu le monde de Marcus ces 7 dernières années. Le directeur Phillips leva les yeux de ses papiers, les sourcils haussés de surprise. En 23 ans de supervision des exécutions, il avait entendu des centaines de requêtes finales, des derniers repas allant des festins élaborés aux simples plats d'enfance, des appels téléphoniques à des membres de sa famille éloignée, des lettres à remettre après sa mort. Mais il n'avait jamais entendu un condamné à mort mentionner spécifiquement le casier judiciaire de ses parents dans une requête finale. L'honnêteté était à la fois déconcertante et étrangement rafraîchissante. Marcus n'avait que 28 ans, mais son regard exprimait l'épuisement de celui qui avait mené un combat perdu d'avance pendant 7 ans. Sa silhouette autrefois athlétique s'était affinée à cause du régime alimentaire restrictif de la prison, et des mèches grises prématurées bordaient ses tempes, la manifestation physique d'un stress qu'aucun jeune homme ne devrait supporter. Reconnu coupable du meurtre de l'inspecteur James Crawford, ce que l'accusation a qualifié d'assassinat de sang-froid d'un officier décoré, il avait clamé son innocence à chaque appel, à chaque audience, à chaque nuit blanche dans sa cellule de 2 mètres sur 2. Les médias l'avaient dépeint comme un tueur de flics impitoyable, un dangereux membre d'un gang qui avait exécuté un héros en plein jour. Mais ceux qui le connaissaient avant son arrestation se souvenaient d'une personne complètement différente, un travailleur social discret, titulaire d'un master de l'université Howard, qui passait ses week-ends à apprendre à lire aux enfants des quartiers populaires, qui n'avait jamais reçu la moindre contravention pour excès de vitesse et qui avait consacré sa vie à briser le cycle de la pauvreté et de la violence dans sa communauté. « Votre mère a été libérée il y a 6 mois, dit le directeur Phillips en faisant défiler l'écran de l'ordinateur, ses doigts claquant méthodiquement sur le clavier. « Mais mon fils, en es-tu sûr? La plupart des détenus veulent protéger leur famille d'eux. » Il marqua une pause, cherchant les mots justes, d'assister à une telle chose. Ce n'est pas facile à regarder. La mâchoire de Marcus se serra presque imperceptiblement, une habitude qu'il avait prise au cours de ses années à garder son sang-froid face à l'injustice. C'est la seule personne qui n'a jamais cessé de me croire, Monsieur Phillips. Ni mon avocat commis d'office, ni mes amis, ni même ma petite amie qui avait promis d'attendre. Juste elle. Elle mérite de m'entendre la remercier avant. Il marqua une pause, sa voix pesante qui fit s'agiter le directeur chevronné, mal à l'aise, avant qu'il ne tue un innocent. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un défi, chargés d'une accusation maintes fois répétée entre ces murs. Phillips avait entendu des affirmations similaires de la part de dizaines de condamnés à mort, protestations d'innocence désespérée de dernière minute, tentatives de marchandage, manipulation émotionnelle. Mais quelque chose dans le ton de Marcus était différent. Il n'y avait ni désespoir, ni supplication de dernière minute, ni mise en scène pour obtenir de la compassion. Juste une certitude tranquille qui mit le directeur chevronné véritablement mal à l'aise pour la première fois depuis des années. « On va arranger ça », dit finalement Phillips, clôturant le dossier avec plus de fermeté que nécessaire. Parloir B, 1 heure avant l'heure prévue. Protocole de sécurité standard appliqué. Ce qu'aucun des 2 hommes ne savait, c'est que Sarah Mitchell avait passé chaque jour de sa peine de 18 mois à enquêter sur l'affaire de son fils depuis l'intérieur de la prison, utilisant des ressources et des relations que le monde extérieur ne pouvait imaginer. Ce qu'elle avait découvert dans l'enceinte de la prison pour femmes de Riverside les aurait tous deux terrifiés. La vérité ne concernait pas seulement l'innocence de Marcus, mais aussi le véritable meurtrier de l'inspecteur Crawford, toujours en liberté, toujours payé par le gouvernement tout en détruisant des vies pour protéger un secret valant des millions de dollars. La bibliothèque exiguë de la prison était devenue le second foyer de Sarah, où elle avait appris à naviguer dans les bases de données juridiques et à déposer des demandes d'accès à l'information. Sa compagne de cellule, Maria Santos, ancienne journaliste d'investigation condamnée à tort pour avoir dénoncé la corruption du maire, lui avait appris à lire entre les lignes des rapports de police, à repérer les incohérences dans les déclarations des témoins, et surtout à monter des dossiers qui ne pouvaient être ni enterrés ni classés sans suite. Tandis qu'on ramenait Marcus à sa cellule, le bruit de ses chaînes résonnant dans le couloir vide, il toucha le petit bout de papier caché dans sa manche. Le message que Sarah lui avait fait passer par l'intermédiaire de son ancien compagnon de cellule ne contenait que 4 mots, mais il suffit à transformer sa démission en une sorte d'espoir. « J'ai trouvé la preuve ». L'heure de sa mort approchait, et hors des murs de la prison, les cases de reportage se rassemblaient déjà telles des vautours, prêts à diffuser l'exécution du
tueur de flics à un public avide de justice. Mais Marcus ne pensait plus à la mort, il pensait à la justice. Car parfois, l'arme la plus puissante contre la corruption n'est ni une arme, ni un badge, ni l'influence politique, mais l'amour d'une mère alliée à la connaissance intime d'un ancien détenu du fonctionnement réel du système, lorsque personne ne regarde. Si cette histoire de vérité contre pouvoir vous intrigue, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que Sarah a découvert entre les murs de la prison ébranlera votre foi en tout ce que vous pensiez savoir sur la justice. Sarah Mitchell franchit les portes de la prison du pas mesuré de celle qui a appris à naviguer en territoire hostile avec une détermination tranquille. Âgée de 62 ans, ses cheveux argentés tirés en arrière en un chignon serré, elle se tenait avec la dignité d'une femme ayant survécu 18 mois derrière les barreaux pour un crime commis par désespoir. Voler des médicaments sur ordonnance qu'elle ne pouvait pas payer pour son mari mourant. Les médicaments contre l'arthrite avaient coûté plus cher que le budget mensuel d'épicerie, et lorsque la douleur de Robert devint insupportable, Sarah fit le choix qui allait changer leur vie à tous les deux. L'ironie ne lui échappa pas. Enfreindre la loi lui avait appris plus sur la justice que toute une vie à la respecter. « Tu as l'air fatigué, mon chéri » murmura-t-elle en s'asseyant en face de Marcus dans le parloir stérile, ses mains burinées appuyées contre la barrière en plexiglas. Les néons projetaient des ombres crues sur le visage de son fils, accentuant les rides prématurées que cette année de lutte contre un système truqué avait creusées autour de ses yeux. Mais ses propres yeux n'étaient pas fixés sur son épuisement. Il scrutait la pièce avec la vigilance exercée de quelqu'un qui a appris à repérer les gardes à portée de voix, les caméras avec des angles morts et les conversations susceptibles d'être entendues par des personnes mal intentionnées. « Maman, tu ne devrais pas être ici. Ce n'est pas comme ça que je veux que tu te souviennes de moi. » dit Marcus, la voix légèrement brisée en examinant le visage de sa mère. Elle paraissait plus âgée, plus fragile qu'au moment de sa condamnation, mais il y avait quelque chose de nouveau dans son expression, une intelligence vive qu'elle n'avait pas encore trouvée, une conscience calculatrice qui lui rappelait les assistantes sociales avec lesquelles il avait été formé et qui avaient appris à naviguer dans des bureaucraties impossibles. La mâchoire de Sarah se serra, avec la même détermination obstinée qu'il avait portée à travers toutes les épreuves que la vie lui avait imposées. « Écoute-moi bien, Marcus Williams. Je n'ai pas passé 1 an et demi dans cet enfer à apprendre comment fonctionne ce système corrompu juste pour les regarder assassiner mon fils innocent. » Elle se pencha plus près, sa voix devenant à peine plus haute qu'un murmure, chaque mot soigneusement choisi. L'inspecteur Crawford n'était pas le saint qu'on lui décrivait dans les journaux. Marcus était un homme corrompu, et celui qui l'a tué est toujours en liberté, portant un badge, percevant un salaire du gouvernement et dormant paisiblement chaque nuit pendant que vous êtes dans le couloir de la mort. Par la fenêtre d'observation, l'inspecteur Ray Morrison observait l'échange avec un malaise croissant, les poings serrés. En tant qu'enquêteur principal sur l'affaire Marcus, il avait bâti toute sa carrière sur cette conviction. Les médias l'avaient salué comme un héros pour avoir abattu ce qu'ils appelaient un tueur de flics sans pitié. Sa promotion au grade de sergent-détective, ses félicitations, sa réputation au sein du service, tout dépendait de la culpabilité de Marcus Williams. Ce à quoi Morrison ne s'attendait pas, c'est qu'une grand-mère ex-détenue se mette à fouiller des détails censés rester enfouis sous la bureaucratie et le temps. Morrison avait été négligent 7 ans plus tôt, d'une présomption qui lui retournait maintenant l'estomac d'angoisse. Il avait supposé qu'une jeune assistante sociale noire, sans les moyens de se payer un bon avocat, serait une cible facile à piéger. Les preuves fabriquées, les témoignages manipulés, les images de surveillance perdues par hasard de la supérette d'en face, tout avait fonctionné à merveille à l'époque. L'affaire avait été bouclée en 6 semaines avec un taux de condamnation qui faisait rayonner de fierté ses supérieurs. Jusqu'à maintenant, la voix de Sarah se fit plus pressante, mais elle la garda suffisamment basse pour que seul Marcus puisse l'entendre clairement. Le médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie de Crawford, le docteur Lisa Park, elle est dans mon ancien quartier maintenant, ma puce. Condamnée pour fraude à l'assurance, mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Elle marqua une pause, jetant un regard presque imperceptible vers la position de Morrison près de la fenêtre. Il s'avère qu'elle a subi des pressions pour modifier ses conclusions il y a 7 ans. Crawford n'a pas été tué comme il l'avait dit au tribunal. L'angle de la trajectoire de la balle, l'heure estimée du décès, les traces de brûlure de la poudre, tout dans le rapport d'autopsie était erroné, délibérément erroné. Marcus sentit quelque chose de fondamental se modifier dans sa poitrine, comme une porte verrouillée depuis 7 ans qui s'ouvrait soudainement en grinçant. Pendant si longtemps, il avait mené une bataille qu'il ne pouvait gagner, voyant des appels rejetés pour des vices de forme, voyant ses avocats commis d'office abandonnés après des efforts superficiels, regardant le système l'écraser, une défaite procédurale après l'autre.
Mais en voyant la détermination farouche de sa mère, en entendant les détails précis qu'elle avait découverts, il réalisa quelque chose qui le remplit d'une émotion qu'il avait presque oubliée. Il n'était plus seul dans ce combat. Il y a plus, et c'est ce qui va te mettre en colère, poursuivit Sarah, les yeux rivés sur Morrison à travers la vitre. L'inspecteur, qui nous surveille en ce moment, Ray Morrison, il a été l'associé de Crawford pendant 6 ans. Et d'après ma source, une femme qui travaillait au casier à preuve avant d'être envoyée pour avoir posé trop de questions. Il n'enquêtait pas sur des trafiquants de drogue ce soir-là, contrairement au rapport. Il prévoyait de les voler. La main de Morrison se dirigea instinctivement vers son arme de service, une habitude nerveuse qu'il avait prise et qui se sentait acculée. La conversation durait trop longtemps, devenait trop intense. Il voyait les lèvres de Sarah Mitchell bouger, la posture de Marcus passer de la résignation à la vigilance. Dans son oreillette, il appela doucement des renforts. Il se pourrait qu'un incident se produise au parloir B. Le détenu William semble agité. Marcus remarqua le mouvement brusque de Morrison, la façon dont les autres gardes se repositionnaient subtilement dans la pièce. Ses années d'assistant social lui avaient appris à déchiffrer le langage corporel, à repérer une tension croissante avant qu'elle ne dégénère en violence. « Maman, » dit-il doucement, sans quitter Morrison des yeux, « je crois qu'on est à court de temps. Il sait que tu me dis quelque chose d'important. » Sarah sourit pour la première fois depuis des mois, et Marcus vit quelque chose dans son expression qui fit battre son cœur, non pas de la peur, mais de l'impatience. « Non, ma puce, on n'est pas à court de temps. On ne fait que commencer. » Elle se pencha encore plus près de la vitre, sa voix à peine audible. « Parce que ce que cet imbécile arrogant et meurtrier là-bas ignore, c'est que je n'ai pas trouvé qu'un seul témoin en prison. J'ai trouvé 12 femmes trahies par ce système, et chacune d'entre elles est prête à aider à faire tomber les flics qui ont ruiné leur vie. » La sonnerie du parloir retentit d'une voix électronique et rauque, mais ni la mère ni le fils ne firent le moindre geste pour mettre fin à leur conversation. Morrison s'approchait de leur box, son visage soigneusement dissimulé, dissimulant à peine sa panique grandissante. Son monde commençait à s'effondrer, et il le sentait. Ce que Morrison ignorait, c'est que Sarah Mitchell avait passé 18 mois à apprendre auprès des meilleurs professeurs du monde en matière de lutte contre la corruption, des femmes trahies, piégées et abandonnées par le système même censé les protéger. Des femmes qui n'avaient plus rien à perdre et tout à gagner à voir enfin justice rendue. Et maintenant, à moins de 12 heures de l'exécution de son fils, Sarah s'apprêtait à démontrer ce que l'amour maternel pouvait accomplir lorsqu'il était armé de la vérité, alimenté par une colère justifiée et soutenu par un réseau de femmes qui comprenaient que parfois le système ne répond qu'aux pressions internes. « Madame Mitchell, j'ai besoin que vous veniez avec moi », lança l'inspecteur Morrison à travers le parloir comme une lame. 2 autres agents l'encadraient, les mains posées nonchalamment sur leur taser. Il y a eu un problème de sécurité. Sarah ne broncha pas. 18 mois passés à la prison pour femmes de Riverside lui avaient appris à reconnaître les tactiques d'intimidation des hommes qui se croyaient détenir tout le pouvoir. Bien sûr, inspectrice. Mais d'abord, laissez-moi dire au revoir à mon fils. Elle pressa une fois de plus la paume de sa main contre la vitre, et Marcus remarqua quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Un petit sourire aux commissures de ses lèvres. Ce n'était pas de la résignation. C'était de l'impatience. « Tu te souviens de ce que je t'ai appris sur les échecs quand tu étais petite ?» dit Sarah, sa voix portant juste assez fort pour que Morrison l'entende. La reine est la pièce la plus puissante de l'échiquier, mais personne ne lui prête attention avant qu'il ne soit trop tard. Alors que les gardes emmenaient Sarah, Morrison sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelque chose dans sa voix suggérait qu'elle ne se remémorait pas seulement des jeux d'enfance. Dans son oreillette, il aboya des ordres. Je veux que son téléphone portable, ses affaires, tout soit fouillé. Tout de suite. Mais ce que Morrison ignorait, c'est que Sarah Mitchell avait appris bien plus que de survivre en prison. Elle avait appris de femmes comme Maria Santos, une ancienne journaliste d'investigation condamnée pour avoir dénoncé la corruption au sein de la mairie. Maria lui avait appris à monter des dossiers indéchiffrables, à créer des traces écrites qui menaient les enquêteurs exactement là où on le souhaitait. Les colis dont Sarah parlait n'étaient pas seulement destinés aux chaînes d'information. Ils étaient destinés à la division des affaires internes du FBI, au bureau du procureur général, surtout à la juge Patricia Chen, la même qui avait initialement voulu se récuser du dossier de Marcus en raison de préoccupations concernant la présentation des preuves. À 3h17 du matin, la juge Chen était assise dans son bureau, lisant des documents qui lui retournaient l'estomac. Des déclarations de témoins modifiées. Des photos de la scène de crime qui ne correspondaient pas aux rapports officiels. Et le plus accablant,
c'est que des documents financiers montraient que l'inspectrice Morrison avait effectué 3 importants dépôts en espèces dans les semaines suivant la condamnation de Marcus, des dépôts qui coïncidaient avec la saisie d'argent provenant du trafic de drogue dans d'autres affaires. Son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. « Juge Chen, ici Sarah Mitchell. Mon fils meurt dans 8 heures si vous n'agissez pas. Les preuves sont réelles. Morrison a tué Crawford lors d'un vol de drogue qui a mal tourné. Le médecin légiste qui peut confirmer cela est le docteur Lisa Park, actuellement en détention préventive. Elle est prête à témoigner. » Les mains de Chen tremblaient lorsqu'elle attrapa sa ligne téléphonique sécurisée. Elle avait soupçonné quelque chose d'anormal dans l'affaire Williams des années auparavant, mais la pression pour maintenir la condamnation avait été écrasante. Maintenant, à moins de 8 heures de l'exécution, elle avait un choix qui allait définir le reste de sa carrière. Pendant ce temps, de retour à la prison, Morrison découvrait que les affaires de Sarah ne contenaient rien d'autre qu'une Bible usée et une photo de Marcus recevant son diplôme universitaire. Pas de téléphone, pas de documents cachés, rien qui puisse expliquer sa confiance en elle. C'était comme si elle s'était volatilisée, ne laissant derrière elle que l'écho de ses paroles sur les dames d'échecs. Ce qu'il ignorait, c'est que la véritable arme de Sarah ne se cachait pas dans ses affaires, mais qu'elle circulait librement dans le monde extérieur. Le docteur Lisa Park, la médecin légiste qui avait falsifié le rapport d'autopsie de Crawford sous les menaces de Morrison, avait vécu 2 ans dans la peur. Mais lorsque l'ancienne compagne de cellule de Sarah l'avait contactée pour lui proposer une protection en échange de la vérité, elle avait enfin trouvé le courage de parler. À 4h45, la juge Chen passa l'appel qui allait tout changer. « Directeur Phillips, ici la juge Patricia Chen. J'accorde un sursis d'exécution d'urgence à Marcus Williams avec effet immédiat. De nouveaux éléments de preuve ont été découverts et nécessitent une enquête immédiate. » Dans sa cellule, Marcus sentit le changement d'atmosphère dans la prison avant même que quiconque ne lui dise ce qui se passait. Les pas dans les couloirs avaient changé, passant de la lente marche vers une exécution à l'allure pressante de ceux qui tentaient de l'empêcher. Lorsque le directeur Phillips apparut à la porte de sa cellule pour annoncer le sursis, la première pensée de Marcus ne fut pas le soulagement, mais l'admiration pour une femme de 62 ans qui avait transformé 18 mois de prison en un véritable cours de justice. Mais ce n'était que le début, car, tandis que Morrison s'efforçait de limiter les dégâts et de discréditer les preuves de Sarah, il ignorait que la partie d'échecs avait déjà 3 coups d'avance sur lui, et que la reine qu'il avait sous-estimée était sur le point de lui infliger un échec et mat avec l'aide d'alliés dont il ignorait l'existence. À 6h30, le monde de l'inspecteur Ray Morrison commença à s'écrouler suite à un simple appel téléphonique. « Ray, c'est le chef Patterson. Nous avons besoin de vous au quartier général. Maintenant, n'apportez pas votre arme. » Le ton était différent. Froid, professionnel, le genre de voix que les supérieurs adoptaient lorsqu'ils étaient sur le point de mettre un terme à leur carrière. Les mains de Morrison tremblaient lorsqu'il raccrocha, son esprit s'agitant de scénarios pour limiter les dégâts. Sarah Mitchell n'était qu'une ancienne détenue aux théories farfelues. Le docteur Park n'oserait pas s'exprimer après toutes ces années. Le juge Chen était probablement trop prudent. Il avait tort sur toute la ligne. Lorsque Morrison entra dans la salle de conférence du siège, il se retrouva face à l'agent des affaires internes du FBI Victoria Reyes, au procureur Michael Torres et à un écran vidéo montrant le docteur Lisa Park assise dans ce qui semblait être un endroit sécurisé. Sur la table devant eux se trouvaient d'épais dossiers en papier craft, des clés USB et des photos qui glaçaient le sang de Morrison. « Inspecteur Morrison », commença l'agent Reyes, sa voix emplie de l'autorité de quelqu'un qui avait passé 15 ans à faire tomber des policiers corrompus. « Nous sommes ici pour discuter du meurtre de l'inspecteur James Crawford et de la condamnation injustifiée de Marcus Williams. » La voix du docteur Park résonna dans les haut-parleurs, tremblante mais déterminée. « Je souhaite rétracter formellement les conclusions de l'autopsie dans l'affaire Crawford. L'inspecteur Morrison a menacé ma famille si je ne modifiais pas l'heure du décès et l'analyse de la trajectoire de la balle. La véritable cause du décès correspond à une bagarre entre 2 personnes qui se connaissaient et non à une agression fortuite par un inconnu. L'instinct d'avocat de Morrison s'est réveillé. C'est ridicule. La mère d'un criminel condamné et un médecin légiste déshonoré tentent de... Gardez-la, Ray. Le chef Patterson a fait glisser une photo sur la table. On y voyait Maurice et Crawford se disputer violemment devant un entrepôt 3 semaines avant la mort de Crawford. Cette photo a été prise par une caméra de surveillance que vous pensiez désactiver. Nous l'avons retrouvée hier dans un casier à preuves, mal classé. Le filet se resserrait. L'agent Reyes a ouvert le premier dossier. Les documents financiers montrent que vous avez effectué 3 dépôts en espèces pour un total de $47 000 dans le mois qui a suivi la condamnation de Marcus Williams.
La même somme qui a disparu de la salle d'épreuve lors de la saisie de drogue de Garcia, une affaire sur laquelle Crawford vous interrogeait. Le visage de Morrison pâlit. Crawford était son associé depuis 6 ans, mais au cours des derniers mois, James était devenu méfiant. Trop de sacs de preuves manquants. Trop de cas où les rapports de Morrison ne correspondaient pas aux preuves matérielles. La nuit de sa mort, Crawford avait confronté Morrison avec les preuves des vols, exigeant qu'ils se rendent ensemble. James allait détruire nos carrières à tous les deux pour de l'argent de la drogue qui allait de toute façon se perdre dans le système. Dit Morrison, sa façade soigneusement construite finissant par craquer. J'avais juste besoin qu'il entende raison. Le procureur Torres se pencha en avant. Alors vous l'avez tué et avez fait accuser un innocent. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. La voix de Morrison monta presque jusqu'à devenir un cri. James a dégainé son arme en premier. On s'est battu. Le coup est parti. Quand j'ai réalisé qu'il était mort, j'ai paniqué. J'ai placé l'arme dans la voiture de Williams. J'ai demandé au docteur Park de modifier le rapport d'autopsie. Je me suis assuré que les déclarations des témoins concordaient. La pièce se tut, à l'exception du vrombissement des appareils d'enregistrement qui captaient chaque mot. Dehors, les cases de reportage se rassemblaient déjà, tandis que la nouvelle des rebondissements dramatiques de l'affaire Marcus Williams fuyait. L'agent Reyes se leva. « Inspecteur Ray Morrison, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de l'inspecteur James Crawford, falsification de preuves, parjure et complot en vue de commettre un meurtre. » Alors que les menottes cliquetaient autour des poignets de Morrison, il leva les yeux vers l'écran vidéo où le docteur Park regardait, les larmes aux yeux. « Je suis désolé, » murmura-t-elle. « J'aurais dû dire la vérité il y a 7 ans. » Pendant ce temps, au pénitencier d'État, Marcus Williams sortait enfin de sa cellule, libre. Les charges retenues contre lui avaient été officiellement abandonnées 20 minutes plus tôt. Sarah Mitchell attendait sur le parking des visiteurs, un journal à la main titrant « Un policier corrompu à aveu, un condamné à mort innocentée après 7 ans ». Mais le moment le plus satisfaisant fut lorsque l'avocat commis d'office de Marcus 7 ans auparavant, celui-là même qui avait à peine contesté les accusations et convaincu Marcus de plaider coupable, appela pour proposer ses services pour l'inévitable procès civil. La réponse de Marcus fut simple « J'ai déjà un avocat. Ma mère connaît de très bons avocats qu'elle a rencontrés en prison. » La vérité avait mis 7 ans à éclater, mais lorsqu'elle a finalement éclaté, elle a fait tomber non seulement Morrison, mais tout le réseau de fonctionnaires complices de la dissimulation. Car Sarah Mitchell n'avait pas seulement trouvé la preuve de l'innocence de son fils, elle avait mis au jour un scandale de corruption qui allait ébranler les fondements de tout le système judiciaire, prouvant que parfois, l'arme la plus puissante contre l'injustice est une mère qui refuse d'abandonner et un ancien détenu qui sait pertinemment à quel point le système est défaillant. 2 ans après avoir quitté le couloir de la mort en homme libre, Marcus Williams se tenait devant un auditorium bondé de la faculté de droit de Georgetown, prononçant son discours d'ouverture sur la réforme de la justice pénale devant un public attentif. Celui-là même qui avait été à 24 heures de l'injection létale était désormais un défenseur reconnu au niveau national, son affaire ayant donné lieu à des lois dans 12 États exigeant des tests ADN obligatoires et la mise en place de commissions d'examen indépendantes avant toute exécution. L'auditorium était bondé, rempli d'étudiants en droit dont les manuels incluaient désormais son cas comme un exemple marquant d'échec systémique et de justice. Au dernier rang étaient assis des journalistes qui avaient couvert son histoire depuis le début, des juges fédéraux qui avaient tiré les leçons de ses erreurs et des militants qui s'étaient servis de son expérience pour réclamer des réformes plus vastes. « Le système ne m'a pas laissé tomber », a déclaré Marcus à l'auditoire composé d'étudiants en droit, de professeurs, de militants des droits civiques et de juristes. Sa voix portait l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait survécu au pire que le système judiciaire pouvait offrir et en était ressorti avec son humanité intacte. Le système a fonctionné exactement comme prévu, condamner les pauvres, en particulier les noirs pauvres, quelles que soient les preuves. Ce qui m'a sauvé, ce n'est pas le système qui s'est auto-réparé. C'est ma mère qui a refusé d'accepter qu'il avait raison. Au premier rang était assise Sarah Mitchell, aujourd'hui âgée de 64 ans, arborant le sourire fier d'une femme qui avait transformé son pire moment en son plus grand triomphe. Celle qui avait autrefois volé des médicaments par désespoir était devenue une consultante recherchée par les associations de défense des prisonniers à travers le pays. Son expertise pour naviguer de l'intérieur dans le système, comprendre comment l'information circulait dans les réseaux carcéraux, comment instaurer la confiance avec les détenus trahis par des figures d'autorité, comment accéder à des ressources juridiques dont la plupart ignoraient l'existence s'était avérée précieuse pour les familles luttant contre des condamnations injustifiées. Son livre, Lettres de l'intérieur, le combat d'une mère pour la justice, était resté 14 semaines sur la liste des best-sellers du New York Times et était en cours d'adaptation en documentaire par la cinéaste primée Ava DuVernay.
Le livre détaillait non seulement le cas de Marcus, mais aussi les histoires de 12 autres femmes qu'elle avait rencontrées en prison, dont les familles avaient été détruites par la corruption et les condamnations injustifiées. Pendant ce temps, l'inspecteur Ray Morrison purgeait une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle dans la même prison de haute sécurité où Marcus attendait son exécution. L'ironie du sort n'échappa à personne, surtout aux agents pénitentiaires qui se souvenaient de la dignité discrète de Marcus pendant ces 7 années dans le couloir de la mort. La condamnation de Morrison avait ouvert la voie à d'autres affaires sur lesquelles il avait travaillé, entraînant l'annulation de 17 condamnations supplémentaires et l'inculpation de 3 autres agents corrompus. Sa pension avait été révoquée rétroactivement, ses biens saisis pour indemniser ses victimes, et sa femme avait divorcé dans les 6 mois suivant sa condamnation. La maison qu'ils avaient achetée avec l'argent volé de la drogue avait été vendue aux enchères, les bénéfices étant reversés à un fonds d'indemnisation des victimes. Morrison passait ses journées en détention préventive, méprisé par les gardiens et les détenus, qui ne toléraient pas les policiers corrompus. Le docteur Lisa Park avait trouvé la voie de la rédemption en disant la vérité et était devenue l'une des voix les plus respectées de la réforme de la médecine légale. Après avoir témoigné contre Morrison, elle avait quitté son poste de médecin légiste et travaillait désormais à temps plein pour le projet Innocence, mettant son expertise à profit pour examiner des rapports d'autopsie douteux provenant de tout le pays. Son travail avait contribué à l'annulation de 14 condamnations pour meurtres supplémentaires, dont les preuves médico-légales avaient été manipulées ou mal interprétées. La culpabilité de son silence avait failli détruire son mariage et sa santé mentale, mais aider d'autres innocents était devenu sa voie de guérison. Elle avait créé la Fondation Park pour l'intégrité médico-légale, qui formait les médecins légistes à résister aux pressions des forces de l'ordre et à préserver l'indépendance scientifique de leurs conclusions. La juge Patricia Chen, qui avait accordé le sursis crucial à l'exécution, avait ensuite créé la Fondation Chen pour la réforme de la justice pénale, financée en partie par l'accord à 8 chiffres conclu entre Marcus et l'État. Son courage, qui avait empêché l'exécution malgré une pression politique considérable, lui avait valu une reconnaissance nationale, finalement une nomination à la Cour d'appel fédérale, où elle siégeait désormais avec distinction. La Fondation avait créé des cliniques juridiques dans 10 grandes villes, composées d'avocats spécialisés dans les cas d'erreurs judiciaires. Ces cliniques fournissaient des services juridiques gratuits aux détenus qui n'avaient pas les moyens de se payer un avocat privé, comblant ainsi un vide qui avait permis à des affaires comme celle de Marcus de passer entre les mailles du filet pendant des années. Mais le moment le plus gratifiant de toute cette épreuve fut peut-être l'audience de détermination de la peine de Morrison, lorsque Marcus fut autorisé à s'adresser au tribunal en tant que victime de ses crimes. La salle d'audience était bondée de médias, de familles de victimes et d'avocats ayant suivi l'affaire. Plutôt que de s'exprimer avec colère ou haine, Marcus s'exprima avec la même dignité tranquille qu'il avait conservée tout au long de ces 7 années de calvaire. Il y a 7 ans, l'inspecteur Morrison pensait pouvoir détruire un innocent pour se sauver lui-même, dit Marcus en regardant droit vers son ancien accusateur, affalé sur sa chaise, les yeux rivés au sol. Il pensait que ma vie était jetable, que personne ne se soucierait suffisamment de la vérité pour la faire éclater. Il avait tort sur toute la ligne. La vérité a le don de survivre, même enfouie sous les mensonges, la corruption et l'indifférence institutionnelle. Et parfois, il faut l'amour d'une mère et la détermination d'un ancien détenu pour la déterrer. La salle d'audience bondée a été applaudie sans relâche lorsque Morrison a été emmené enchaîné, les mêmes que Marcus portait depuis 7 ans. Mais Marcus n'a ressenti aucune joie face à la chute de Morrison, seulement un profond soulagement que la justice ait enfin prévalu et qu'aucun autre innocent ne soit victime de sa corruption. Les répercussions de l'affaire ont continué à se propager à l'ensemble du système judiciaire. La police a procédé à une refonte complète de ses procédures de traitement des preuves. Le bureau du procureur a mis en place de nouveaux protocoles pour l'examen des condamnations en cas de soupçon de faute professionnelle. L'Assemblée législative de l'État a adopté la loi Marcus Williams sur la prévention des erreurs judiciaires, qui exige des analyses indépendantes de toutes les preuves ADN dans les affaires de peine de mort. Aujourd'hui, le Centre Marcus Williams pour la défense des erreurs judiciaires est présent dans 3 États et prévoit de s'étendre à 5 autres au cours des 2 prochaines années. Le personnel du centre est composé en grande partie d'anciens détenus qui comprennent les failles du système par leur expérience personnelle. Sarah Mitchell en est la directrice exécutive, après avoir obtenu son diplôme en droit grâce à un programme de formation en prison pendant son incarcération, un diplôme qu'elle avait obtenu la même semaine que Marcus a été arrêté. Les gens me demandent si je suis en colère à cause de cette année qu'ils ont volé à mon fils, a déclaré Sarah lors d'une récente interview pour 60 minutes, la voix ferme mais les yeux brillants du feu qu'il avait soutenu dans les jours les plus sombres. Je leur dis que la colère est un luxe que nous ne pouvions pas nous permettre. Nous avions du travail à faire.
Chaque jour que Marcus passait dans le couloir de la mort était un jour supplémentaire que nous passions à apprendre à abattre les murs qu'ils avaient construits pour garder la vérité enterrée. Le centre avait déjà obtenu l'exonération de 6 autres personnes condamnées à tort et 12 autres qui faisaient l'objet d'une enquête active. Marcus avait été nommé à la commission de réforme de la justice pénale de l'État où il a travaillé sur des changements de politique visant à prévenir de futures condamnations injustifiées. Sa vie personnelle avait également trouvé une guérison. Il avait épousé le docteur Angela Rodriguez, une professeure de justice pénale qui avait témoigné en tant que témoin expert lors de son appel. Ensemble, ils élevaient 2 enfants dans le même quartier où Marcus avait travaillé comme travailleur social avant son arrestation, un choix délibéré pour montrer à la communauté qu'il était possible de se reconstruire après l'injustice. L'histoire de Marcus Williams prouve qu'une justice retardée n'est pas toujours une justice déniée. Il s'agit parfois d'une justice qui se prépare à frapper avec une précision dévastatrice. Morrison a tenté de détruire Marcus, mais a fini par se détruire lui-même. Marcus a appris que la plus grande vengeance n'est pas de faire payer ses ennemis pour leurs crimes, mais de réussir si complètement que leurs crimes deviennent des notes de bas de page de votre triomphe. Cette affaire a fondamentalement changé la manière dont le système judiciaire traite les affaires de peine de mort, créé de nouvelles garanties contre les abus des procureurs et inspiré toute une génération de défenseurs à se battre pour les innocents. Mais peut-être plus important encore, cela a prouvé que même dans les recoins les plus sombres du système, la vérité et l'amour peuvent encore triompher de la corruption et de la haine. Et si cette histoire de la vérité surmontant la corruption, de l'amour d'une mère surmontant des obstacles impossibles et de la dignité tranquille d'un homme innocent face à l'injustice vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres histoires incroyables sur la justice, la résilience et le pouvoir de ne jamais abandonner. Parce que parfois les héros les plus improbables sont ceux qui refusent de laisser le système avoir le dernier mot, et parfois l'arme la plus puissante contre l'injustice est tout simplement de refuser de cesser de croire la vérité.